Haïti à l'heure du choix. Dialoguer ou disparaître. La crise criminalisée haïtienne n'est pas un phénomène fortuit, elle est construite. Haïti doit se redresser. Il faut se parler, lucidement, sans faux-semblants, et relancer le pays sur des bases saines. La justice doit devenir le socle de la transformation nationale, impartiale, accessible et inflexible. Priorisons le dialogue. Déposons les armes. Nous nous sommes déjà trop détruits. Quand Haïti souffre, c'est le peuple tout entier qui paie le prix. La crise que traverse Haïti ne relève ni du hasard ni d'une simple dérive sociale spontanée. Elle est le produit d'une construction progressive. Elle résulte d'un enchaînement de décisions, de complicités, de silences, de financements occultés, de défaillances institutionnelles entretenues. Lorsque l'insécurité devient permanente, que des acteurs armés non étatiques contrôlent des territoires, que l'économie est paralysée et que l'État semble incapable de protéger la population, il ne s'agit plus seulement d'une crise, mais d'un système de destruction structurée. La criminalisation de cette situation est devenue un instrument de pouvoir, de contrôle territorial et de neutralisation du corps social. De surcroît, les discours incendiaires qui appellent la population à une violence extrême, jusqu'à la destruction des biens de l'État, tenus par certains opposants politiques, souvent les mêmes qui se proclament leaders et aspirent à gouverner, ont activement participé à la normalisation de la violence. En conférant, même de manière implicite, une forme de légitimité à ces actes, ils ont profondément brouillé les repères entre contestation légitime et entreprise de destruction systématique. Ce glissement dangereux affaiblit l'autorité de l'État et érode le sens de la responsabilité collective, installant durablement la violence comme mode d'expression politique. Lorsqu'un édifice comme le Parlement est vandalisé, ce n'est pas seulement une infrastructure qui est atteinte, mais le symbole même de la souveraineté nationale et de la représentation du peuple. Et lorsque, dans ce lieu chargé d'histoire et de légitimité, un jeune issu d'un groupe armé s'arroge le rôle de président de séance, allant jusqu'à marteler le marteau comme pour Singer l'autorité institutionnelle, le message est d'une clarté brutale. Toute limite semble abolie. Ce geste n'est pas anodin. Il consacre la profanation des institutions et traduit une inversion dangereuse des normes, où l'illégitimité se substitue à l'autorité et où la violence se met en scène comme pouvoir. Lorsque des parlementaires eux-mêmes saccagent l'édifice, brisent le mobilier et rendent l'espace insalubre, toute frontière symbolique s'effondre entre ceux qui sont censés représenter la nation et les jeunes armées qui imposent la terreur. À partir de cet instant, il n'y a plus de distance morale ni de supériorité institutionnelle. Le désordre devient un langage partagé. Dès lors, une question fondamentale s'impose. N'était-ce pas, en soi, un signal de déconstruction? Un moment de bascule où l'institution cesse d'incarner l'ordre pour devenir actrice de sa propre dégradation, ouvrant ainsi la voie à une banalisation totale de la violence et à l'effondrement des repères collectifs. Comment comprendre que des ambassadeurs entretiennent des communications avec des chefs de groupes armés? Le message est sans équivoque. Haïti est désormais considéré, dans certaines pratiques diplomatiques, comme un État failli. Que des ambassadeurs et des pourparlers avec des bandits constituent, en outre, une insulte à la nation et à ses institutions. Depuis des années, j'alerte sur la nécessité d'une communication structurée pour enrayer l'hémorragie haïtienne. Mais l'ego des dirigeants est resté sourd à cet appel. Pendant ce temps, la situation s'est aggravée de manière exponentielle. L'ampleur de la crise d'hier, comparée à celle d'aujourd'hui, est sans commune mesure. Les acteurs armés non étatiques se multiplient, et nombre d'entre eux deviennent à leur tour des chefs, alimentant une fragmentation continue de l'autorité. Qui sont ces jeunes? Ce sont, pour une large part, les enfants abandonnés par la gouvernance nationale. Ceux que la précarité a arrachés à l'école avant même qu'elle ne puisse les former. Ceux que le système éducatif national, fragilisé et inégalitaire, a laissés en marge, tandis que les institutions académiques se replient sur une élite, consolidant ainsi une fracture sociale profonde et durable. Ce sont aussi ceux qui, malgré un parcours académique achevé, se retrouvent captifs d'un système politique qui les instrumentalise. Militant par contrainte plus que par conviction, ils usent leurs semelles dans les rues à la recherche d'un emploi dans un marché déjà saturé, verrouillé par les mêmes logiques partisanes. Ils ne marchent pas pour un leader, ils marchent pour ne pas sombrer, pour survivre, pour répondre à une nécessité vitale.
Les véritables responsables ne sont pas une abstraction. Ce sont ceux qui ont opprimé la jeunesse. Ce sont ceux qui ont entretenu et consolidé l'inégalité sociale. Ce sont ceux qui ont armé des jeunes et confisqué leur avenir. Ce sont ceux qui ont institué une justice à deux vitesses, où une partie de la société demeure hors de portée du droit. Nirva Florent Bruno. Analyste politique écrivaine. 28 avril 2026.